Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour ces 30 minutes d'actualité africaine et internationale. On commence tout de suite par les titres. Dans la course à la Maison-Blanche et à quelques jours seulement de la date de l'élection présidentielle, nous nous intéressons ce soir aux électeurs indécis. Leur nombre est relativement faible, mais leur vote peut faire basculer l'élection dans un camp comme dans l'autre. Au Burkina Faso, 15 octobre 1987, 15 octobre 2024, cela fait exactement 37 ans que Thomas Sankara a été assassiné. Qui était-il vraiment et que reste-t-il de son héritage? Nous en parlons dans ce journal avec notre invité. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de sonner le glas de la FESI. La puissante fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire est accusée de s'aimer la terreur sur les campus universitaires d'Abidjan, avec entre autres à son actif violence, humiliation, raquettes. Et d'abord, les États-Unis, à quelques semaines de la présidentielle ici, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump poursuivent leur campagne avec beaucoup plus d'ardeur. Ce mardi, l'ancien président se rend dans l'État clé de Géorgie, où le vote anticipé a commencé. La vice-présidente y sera samedi. Les deux candidats étaient hier en Pennsylvanie. Kamala Harris s'est exprimée à Erie en dévoilant un plan visant à renforcer la position des hommes noirs, tandis que Trump a tenu une réunion publique dans la banlieue de Philadelphie en mettant l'accent sur la menace que représente l'immigration. Environ 7 millions de voix sont en jeu en Pennsylvanie, plus grand État du champ de bataille de l'élection où le vote par correspondance est déjà bien avancé. En ce dernier mois de campagne, donc, Donald Trump et Kamala Harris tentent tous deux de convaincre le nombre relativement faible d'électeurs qui déclarent ne pas avoir encore décidé qui ils voteront. Une correspondante de la VOA, celle de Scott Stern, s'intéresse aux indécis de cette élection. C'est un récit de Yacouba Ouedraogo. Certains Américains ont déjà fait leur choix pour la présidence, le vote anticipé étant en cours dans de nombreux États. Mais il reste des électeurs qui se disent indécis entre Donald Trump et Kamala Harris. Je veux juste voir, je veux comprendre qui ils sont et ils n'ont pas vraiment été impliqués. Et ils sont nouveaux dans tout le climat politique. Ils viennent d'horizons différents et intéressants. Je veux voir comment ils représentent leurs candidats. Les électeurs indécis représentent environ 3% de l'électorat selon les sondages d'opinion. John Johnson est chercheur à la faculté de droit de l'université Marquette. Pour beaucoup d'électeurs, ils n'ont pas encore commencé à observer de près. Je pense donc que lorsque vous leur poserez la question, c'est la réponse qu'ils vous donneront. Certains habitants du Midwest pourraient être réticents à l'idée de vous dire pour qui ils vont voter, ce qui pourrait aussi être le cas. Selon Tati Nteta, politologue à l'université du Massachusetts, les campagnes ciblées de Harris et de Trump font bouger certains électeurs indécis. La population des électeurs indécis diminue. Elle se réduit de jour en jour. La plupart des gens vont se décider avant le jour de l'élection. Ce qui va vraiment compter, c'est la mobilisation sur le terrain du Parti démocrate et du Parti républicain, dans ce qui sera probablement une élection extrêmement serrée. Selon Darrell West, membre de la Brookings Institutions, Trump et Harris ont des défis différents à relever pour convaincre les électeurs indécis. Trump doit rassurer les Américains sur le fait qu'il respecte l'état de droit, qu'il ne ferait rien de fou et de chaotique s'il devient président. Harris, en revanche, est moins expérimentée. Il y a quelques années, elle a pris des positions beaucoup plus libérales que celles qu'elle défend aujourd'hui. Elle doit donc rassurer les électeurs en leur montrant que c'est la Kamala Harris d'aujourd'hui qu'ils auront comme président. D'après Johnson, le fait que Trump soit le plus connu des candidats présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les électeurs indécis. Donald Trump est un candidat qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle, donc la plupart des gens ont déjà des opinions bien arrêtées sur lui. C'est pourquoi les deux partis s'efforcent de convaincre les indécis, qui ne représentent qu'un petit pourcentage, d'aller voter. Ces électeurs indécis pourraient faire la différence lors du scrutin serré
qui décideront probablement du vainqueur. On reste aux États-Unis pour parler d'un groupe influent d'électeurs qui estime qu'une seule religion chrétienne et nationaliste doit dicter les lois de ce pays. Mais cette notion divise les libéraux et les conservateurs démocrates et républicains. Caroline Presutti, correspondante de la VOA à Washington, nous parle du nationalisme chrétien dans ce récit de Michel Joseph. Deux rassemblements et deux points de vue différents. Celui-ci s'intitule « Rallye pour la démocratie » ou « Mouvement pour la démocratie » soutient toutes les religions. L'autre s'appelle « Reawaken America Tour » ou la tournée pour réveiller l'Amérique. Jesus is my savior, Donald Trump is my president. Ce dernier groupe, qui en est à sa 3e année, soutient le nationalisme chrétien, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis sont un pays chrétien et devraient avoir des lois qui le reflètent. Je serais volontiers une nationaliste chrétienne, car que peut-on dire contre le christianisme? Et il parle de « Je suis le Dieu de l'amour, je suis ma vie selon Jésus, et j'aime mon pays. Make America Great Again ». Qu'y a-t-il de mal à cela? Rien, répond le candidat républicain Donald Trump. Ensemble, nous sommes des guerriers dans une croisade juste pour arrêter les pyromanes, les athées, les mondialistes et les marxistes. Et c'est ce qu'ils sont. Et nous resterons une république en tant que nation unique, sous Dieu, avec la liberté et la justice pour tous. Notre pays a été construit sur des valeurs et des principes chrétiens et judéo-chrétiens. C'est ainsi qu'ils ont écrit la Constitution. La Constitution américaine ne mentionne pas le christianisme. Au contraire, elle accorde la liberté de religion. La Déclaration d'indépendance affirme que les droits sont accordés par un créateur et mentionne le Dieu de la nature. Pourtant, les prêcheurs de la tournée pour réveiller l'Amérique prêtent serment pour appeler à voter pour des candidats pieux. À l'opposé, les démocrates considèrent qu'il s'agit d'une violation de la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État. Les pasteurs doivent vraiment se pencher sur ce que signifie la liberté et la justice pour tous et en parler avec leurs fidèles. D'autres participants au groupe, dit Mouvement pour la démocratie, sont d'accord et certains appellent à un débat sur les enseignements de Jésus. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Parce que ce genre de message qui veut attaquer les immigrants et causer le plus de souffrance aux pauvres et aux vulnérables est littéralement un mouvement antichrist. Ajoutez à cela le débat sur l'avortement. Et soyons tous d'accord, il n'est pas nécessaire d'abandonner sa foi ou ses convictions profondes pour admettre que le gouvernement ne doit pas nous dire ce qu'on doit faire. Selon une enquête du think tank Pew Research, près de la moitié des Américains pensent que la Bible devrait avoir une influence sur les lois américaines. Toutefois, le même sondage révèle que peu d'Américains pensent que le christianisme devrait être la religion officielle du pays. Autre actualité, cette fois en Afrique, au Kenya, un tribunal a rejeté ce mardi un recours du vice-président Rigathi Gachagua visé par une procédure inédite de destitution qui espérait bloquer un débat et un vote crucial au Sénat cette semaine. Il estime que sa mise en accusation avait été injuste et accélérée. Il espérait ainsi empêcher les débats et le vote au Sénat prévus mercredi et jeudi, le temps que le tribunal se prononce sur le fond de l'affaire. La Haute Cour a opposé une fin de non-recevoir à sa requête, soulignant que la saisine du vice-président kényan soulève des questions de droit substantielles et devrait être entendue sur le fond. Le procureur de la CPI a annoncé hier qu'il réactivait les investigations sur les crimes commis depuis janvier 2022 dans la région du Kivu. Il répond à 2 requêtes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Idi Sango a joint à Kinshasa le chargé de la communication de la CPI au bureau de Kinshasa, Patrick Chibouyi. Après la phase préliminaire où le bureau du procureur est en train d'analyser
si ce renvoi avait trait au premier envoi texte avait été fait, parce qu'il faut rappeler que pour la RDC, nous avons eu 2 renvois. Le premier renvoi avait été fait en mars 2004 et avait abouti à des enquêtes qui avaient été ouvertes par le procureur en juin 2004. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui peuvent être visés par ces enquêtes et quels sont ces crimes qui peuvent être visés par ces enquêtes qui vont commencer? Dans sa déclaration, le bureau du procureur dit bien que ces présumés crimes de l'honneur Kivu qui ont été commis par des membres des différents groupes armés et des forces armées feront l'objet des enquêtes, mais également il a eu à rappeler que ces enquêtes dans la province du Nord Kivu ne vont pas se limiter pas à des parties au conflit en particulier ou à des membres de groupes spécifiques. Au contraire, le bureau va examiner de manière globale, indépendante, les responsabilités de tous les auteurs de crimes présumés ayant été commis dans la province du Nord Kivu. Donc maintenant, c'est la phase des enquêtes et le bureau du procureur va identifier les auteurs présumés des crimes relevant du statut de Rome qui a été commis depuis janvier 2022. Et pourquoi seulement depuis janvier 2022, pas avant? Il faut signaler que pour ce qui est des enquêtes dans les Kivu, nous avions déjà eu 2 mandats d'arrêt qui avaient été délivrés en temps, un mandat d'arrêt contre Kalis Mbarushimana, un mandat d'arrêt également contre Sylvestre Mudachumura. Tous les 2 étaient poursuivis pour des crimes commis dans les Kivu. Mais les charges n'avaient pas été confirmées pour Kalis Mbarushimana. C'est comme ça qu'il a été libéré du quartier pénitentiaire et qu'il n'a pas eu de procès. Tandis que pour Sylvestre Mudachumura, il fait toujours l'objet du mandat d'arrêt délivré par la Cour, mais actuellement il est en fuite. Donc ce sont là 2 personnes qui avaient déjà fait l'objet, qui ont fait l'objet et des enquêtes, conséquences des enquêtes ouvertes lors du premier renvoi qui avait été fait par la RDC, qui avait porté sur des crimes commis depuis le 1er juillet 2022. Kalis Mbarushimana et Sylvestre Mudachumura étaient les responsables au moment de la délivrance de mandat, les responsables des groupes FDLR. Et donc, ils étaient poursuivis par le bureau du procureur pour des crimes relevant des crimes graves qui auraient été commis dans les Kivu. Il y a exactement 37 ans, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, était assassiné lors d'un coup d'État impliquant des éléments liés à des services de renseignement de puissances étrangères. Un coup d'État qui avait alors porté au pouvoir son ami personnel Blaise Compaoré. En octobre 1984, Sankara avait pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, appelant à des sanctions contre Israël et exprimant son soutien à la lutte de libération de la Palestine. Durant les 3 années de sa présidence, le jeune et charismatique Sankara a dénoncé sans relâche les injustices du colonialisme et du néocolonialisme, soulignant comment les nations puissantes continuaient d'exploiter les ressources de nombreux pays africains tout en les maintenant dépendants de l'aide extérieure. Il établissait également des parallèles entre la lutte des Palestiniens contre l'occupation israélienne soutenue par les États-Unis et celle du Burkina Faso contre le néocolonialisme européen. 37 ans plus tard, Thomas Sankara fait toujours parler de lui et nous en parlons avec un autre invité dans ce journal. Il s'agit de Nyaka Lagoke. Vous êtes maître de conférences en études panafricaines et en histoire à Lincoln University à Oxford, en Pennsylvanie. Nyaka Lagoke, bonsoir. Bonsoir, Lyndon. Alors, pour la jeune génération et pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, qui était vraiment Thomas Sankara? Thomas Sankara était où il est, comme il gît dans l'éternité, il vit dans l'éternité. Thomas Sankara était un Africain, un patriote qui voulait apporter le changement. Et il n'a pas que parler du changement, il a vécu le changement qu'il voulait voir en Afrique, pour citer la phrase de Gandhi. Et donc, quand il est arrivé au pouvoir, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas par un coup d'État, mais c'est par un processus révolutionnaire que Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, un processus révolutionnaire qui aboutit à l'arrivée des militaires au pouvoir,
Donc, il a continué cette révolution inspirée par celle qui a eu lieu à Cuba sous Fidel Castro et par d'autres révolutions dans le monde. Et il nous a fait rêver et il a montré qu'une autre Afrique était possible. Et il a permis à ce que les Burkinabés hier et aujourd'hui, et les Africains aujourd'hui et hier, soient des gens qui osent inventer l'avenir. Alors, la révolution est bien sûr assimilée à un coup d'État, Nyaga Lagoke. Et que reste-t-il quand même de l'héritage de Thomas Sankara aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, quand on regarde les hommes politiques en Afrique, comment ils gouvernent, Thomas Sankara, dans la lignée de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela, de Patrice Lumumba et de bien d'autres, Thomas Sankara symbolise ce leadership qui met l'accent sur l'intégrité, sur l'honnêteté, la compassion, l'empathie. Quelqu'un qui voulait, qui est même mort pour ses idées, pour faire avancer l'Afrique. Voici une partie de son héritage. Donc, je ne dirais pas qu'il est le leader modèle et parfait, mais les valeurs qu'il a symbolisées, la vision pour laquelle il s'est battu en Afrique, voici autant de choses qui ont amené l'Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui on parle de lui comme on parle de Thomas Sankara. La vision de la philosophie Ubuntu dont nous parlons, Thomas Sankara a transformé le nom de son pays, la Haute-Volta, en Burkina Faso. Et donc, cette vision de Ubuntu que les Mossi appellent Burkindi, aujourd'hui, au moment où Ubuntu devient assez important comme concept en Afrique, on se souvient que Sankara s'était inscrit dans cette perspective, même si on pensait que sa révolution était une révolution socialiste. Alors, Thomas Sankara est donc arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, je vous concède le mot révolution, mais il était adulé et avait de grandes ambitions pour son pays, le Burkina Faso. Comment expliquer que ce qui arrive au pouvoir aujourd'hui par des coups d'État soit mal vu? Bon, c'est un débat africain, c'est un débat en Afrique. Il y en a qui estiment que, comme on parle de démocratie, un militaire ne peut pas faire quelque chose de bien. Je ne suis pas totalement d'accord avec cela. Sankara est un exemple, même si Rawlings aussi était un exemple, même s'il y a eu beaucoup de leaders militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont fait beaucoup de mauvaises choses, on peut arriver au pouvoir. Et c'est pour cela que des gens comme les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et Tiani au Niger, c'est pour cela que des gens leur donnent le bénéfice du doute. On veut les juger sur la sincérité, sur leur capacité à vraiment satisfaire les besoins de leurs populations respectives. D'accord. Nyaka Lagoke, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Après la pause, nous parlerons entre autres de football et d'étudiants en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle du 5 novembre 2024 aux États-Unis. VOA Afrique donne la parole à la diaspora africaine. Dans 2 émissions spéciales de Washington Forum, les Africains et Américains d'origine africaine s'expriment sur les sujets qui font débat dans la campagne présidentielle. De l'immigration à l'économie, en passant par la politique étrangère. Élection américaine, voix africaine, 2 rendez-vous à ne pas manquer. Jeudi 17 octobre et jeudi 24 octobre 2024 à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com, sur nos plateformes digitales et chez nos médias partenaires. Ça commence à venir, mais c'est lent. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Violence, humiliation, raquettes. Depuis des années, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, est accusée de s'aimer la terreur sur les campus universitaires d'Abidjan. Mais après la mort récente de 2 hommes, l'État ivoirien a décidé de porter l'estocade à ce puissant syndicat. Jean-Roger Billon nous en dit plus. Cette histoire de meurtre est l'affaire de trop pour les autorités ivoiriennes. Les activités de tous les syndicats étudiants ont été interdites temporairement. Une enquête policière a été ouverte et dans la foulée, 6 membres du syndicat dont Sie Kambou, le patron de la FESI, sont interpellés
placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour fait d'association de malfaiteurs, d'assassinat, a annoncé le parquet ivoirien. Le règne de la FESI sur le campus de Cocody, il est clairement visible. Elle règne en maître absolu, elle est seule. Donc elle ne permet pas aux autres organisations, en tout cas, de pouvoir s'exprimer clairement sur le campus. En Côte d'Ivoire, beaucoup espèrent que c'est la fin de l'impunité pour la FESI qui règne en maître absolu. Au-delà des violences, la FESI organise aussi en coupe réglée et illégale l'attribution de chambres universitaires qu'elle loue à des prix aléatoires à des étudiants. Début octobre, les autorités ont lancé une vaste opération d'expulsion de résidents illégaux avec la promesse d'une nouvelle vague d'attribution des chambres. J'ai contacté la FESI, j'ai payé 150 000 pour obtenir une place. Il y avait déjà 2 filles dans la chambre, donc on était 3. Les gens fumaient d'abord, ils se livraient à la prostitution. C'était un lieu de commerce et de correction des services corporels infligés aussi bien aux éléments de la FESI même qu'à certaines personnes. Le projet de démantèlement de la FESI inquiète le politologue Geoffroy Kwao, car l'organisation a connu ses heures de gloire avec des leaders d'alors, Guillaume Soro, futur Premier ministre, ou encore Charles Blé Goudé et bien d'autres. La meilleure manière de dissoudre la FESI n'est pas juridique. Elle est, n'est-ce pas, dans la bonne gouvernance. Si demain, la majorité des étudiants est logée, si demain, la majorité des étudiants a la bourse, si demain, nous n'avons plus d'effectifs pléthoriques dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, et si demain nous avons assez d'enseignants dans nos écoles publiques, il est évident que la FESI n'aurait plus d'objet de revendication et elle mourra de sa propre belle mort. Créée dans les années 90, la FESI dit compter parmi ses adhérents un tiers des quelques 300 000 étudiants de Côte d'Ivoire. On en vient en sport. Les derniers matchs de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se jouent ce soir. Des pays comme le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie se sont déjà qualifiés 2 journées avant la fin de ces éliminatoires. Par contre, d'autres devraient attendre. C'est le cas de l'équipe du Nigeria qui s'est retirée de son match de qualification en Libye et est rentrée chez elle la nuit dernière. Les Super Eagles protestent contre le fait d'avoir été abandonnés pendant des heures dans un aéroport éloigné du lieu de la rencontre. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. De retour chez eux à Abuja, après de longues heures d'attente à l'aéroport d'Al-Abrak, à leur arrivée dimanche dans l'est de la Libye. Les Super Eagles devaient affronter les Libyens ce mardi à Benghazi, où ils espéraient décrocher une place qualificative pour la CAN Maroc 2025. Mais après avoir été bloqués pendant plus de 16 heures à l'aéroport situé à 250 km de leur destination, ils ont décidé de ne pas disputer le match. Selon la Fédération nigériane de football, le vol de l'équipe descendait vers Benghazi quand il a été détourné vers l'aéroport d'Al-Abrak sans qu'aucun autre moyen de transport ne soit proposé. Nous avons été vraiment maltraités et personne n'est venu nous accueillir. Nous avons été laissés avec la sécurité. En fait, lorsque j'ai vu que la situation était insupportable, que nous avons pris des dispositions pour louer nos propres véhicules. Et là encore, ils ne nous ont pas permis de sortir et de rejoindre nos véhicules. La Fédération libyenne de football évoque un simple malentendu et demande au Nigeria d'être compréhensif, critiquant les conditions d'accueil auxquelles sa sélection a aussi eu droit au Nigeria la semaine passée lors du match aller. Les autorités nigérianes parlent de traitement inhumain et appellent à plus de respect à l'égard des joueurs. Il n'y a aucun intérêt à dire que nous devons respecter nos équipes nationales. Nos équipes nationales portent les drapeaux nationaux de nos différents pays. Je veux dire que si vous regardez particulièrement l'équipe nationale nigériane, les joueurs que nous avons ont dû faire beaucoup de sacrifices pour représenter notre pays. Nous devons donc nous intéresser à leurs conditions et à leur situation à tout moment. La CAF dit avoir saisi son jury disciplinaire pour enquête après les expériences troublantes et inacceptables vécues par l'équipe nigériane en Libye.
Elle précise que des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé ces statuts et ces règlements. Le Nigeria, en tête du groupe D avec 7 points en 3 matchs, a battu vendredi la Libye 1-0 à domicile. Les Libyens sont derniers de cette poule avec un seul point. Le 11 octobre dernier était dédié à la jeune fille et justement au Togo, des programmes visant à encourager la pratique sportive des filles émergent de plus en plus. La Reine des Championnes fait partie de ces projets de soutien au bénéfice des jeunes filles issues de milieux pauvres. Cette initiative ouvre le champ des possibles à ces dernières pour les sortir de la précarité tout en veillant à leur scolarisation. C'est un reportage de notre correspondante Amena Signon à Lomé. À 16 ans, Moudifa rêve déjà de devenir une grande footballeuse. Un projet de vie que ses parents ne partageaient pas. Ses progrès dans le football leur ont toutefois fait changer d'avis. Avant de commencer à jouer, mes parents n'ont pas accepté que je joue. Mes parents n'ont pas accepté. C'est un peu, par exemple, dans nos quartiers, on jouait, on faisait des entraînements petits, des petits poteaux et autres là. Un jour, en s'entraînant, mon père est venu suivre mes entraînements et autres là. C'est ça qui a fait qu'il m'a laissé jouer. Chaque semaine, Moudifa s'entraîne avec d'autres jeunes sous la surveillance d'un coach. Dans un premier temps, on a vu que les filles seules, ça ne répondait pas. Donc on a fait un peu le mental, les associer avec les petits garçons là. Et on a vu que ça va aller. Après l'entraînement, retour dans ce centre pour jeunes que Moudifa a rejoint depuis 4 mois déjà. Ici, elle est prise en charge totalement et scolarisée. C'est à Blita, une localité située à 266 km de Lomé, qu'elle a été dénichée comme une pépite du football. Mon rêve, c'est de devenir une grande professionnelle. Version Adebayor Dame. Et j'aimerais aussi que mes parents soient fiers de moi. Le centre accueille régulièrement des jeunes talents issus des 5 régions du pays. L'expérience avec les jeunes filles est récente. Pour le moment, elles ne sont que 4, compte tenu des difficultés à convaincre les familles de laisser partir leurs enfants. Il a fallu que je fasse le voyage moi-même vers ces parents-là et que j'arrive à les convaincre, à même les faire voyager pour venir ici, voir dans quelles conditions leur enfant va être avec nous. Donc, ce n'est qu'après ça que certains parents acceptent de nous laisser les enfants. L'ambition du club est de pouvoir donner la chance aux enfants talentueux de concrétiser leurs rêves, en l'occurrence les jeunes filles. Une mission que partage et soutient l'ONG Passaï à travers la Reine des Championnes. Le projet vise à renforcer le leadership des jeunes filles par l'éducation et la pratique du football. L'objectif, c'est de pouvoir, au-delà d'accompagner les clubs sur des projets spécifiques ou d'aller lever des fonds pour pouvoir les soutenir, c'est aussi de pouvoir accompagner la jeune fille elle-même, les filles individuellement. Avec ce projet, l'ONG Passaï veut se positionner désormais comme un acteur majeur en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle des jeunes filles par le sport. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Devenir des championnes, c'est tout le bien qu'on leur souhaite. Le Monde aujourd'hui est fin de cette édition que vous pourrez bien sûr regarder ou revoir sur notre site internet voafrique.com ou sur nos réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et à demain sur VOA Afrique.